On a été rejoint par Thibault de Montbrial. Bonsoir à vous. Vous êtes avocat, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. On va évoquer avec vous ce mot d'ensauvagement qui brûle les lèvres de certains de nos responsables politiques. Est-ce que notre société est en plein ensauvagement, oui ou non? Je vous poserai la question dans un instant. Avant ça, on va faire un petit détour par le canal Saint-Martin à Paris, qui est pris d'assaut, vous le savez, par les baigneurs depuis la canicule, mais pas seulement. Il y a aussi beaucoup d'incivilités, il y a beaucoup de délits, d'agressions, de vols. On va voir avec ce sujet, et écoutez le sujet Naomi Hardy et Mathilde Couvillère-Fleurnoy, qu'il y a parmi eux des personnages assez intéressant. Vous nous en parlerez, mon cher Gauthier. Hamza. C'est une scène devenue presque habituelle. Depuis quelques semaines, ces jeunes bravent les interdits en sautant du pont dans le canal Saint-Martin, sans craindre la moindre sanction de la part de la police. Ouais, en soi, la police, ils vont rien nous dire parce qu'on est trop. Ils restent, ils nous disent de pas sauter, ils partent et on ressaute. Le canal Saint-Martin est devenu le théâtre des incivilités, nuisances sonores, ébriété sur la voie publique et même prise de drogue. Sur ces images, des jeunes sont en train de prendre de la cocaïne à la vue de tous. À ces incivilités s'ajoute un nouveau fléau. Il s'appelle Hamza. Il a 14 ans et il se met en scène sur les réseaux sociaux en train de défier la police. Assis sur sa trottinette électrique, il se fait surnommer la douane car il taxe de 2 € les piétons et les cyclistes qui souhaitent passer sur le canal. À défaut, le garçon les arrose avec son pistolet à eau. Les douaniers, ils laissent passer les gens, c'est quand ils les payent, ils ne regardent pas leur véhicule. Moi je fais la même avec les vélos, tu me passes 2 €, tu passes, je te mouille pas, tu me passes pas 2 €, je t'allume. Ces agissements peuvent sembler enfantins, mais parfois les contrôles sont accompagnés de violence. D'après ce journaliste, l'adolescent va au-delà de la simple provocation. Il commet parfois des infractions, parfois des délits. Je vous prends un exemple, il a poussé dans le canal une jeune femme. J'ai une source police qui m'a dit qu'il était déjà connu pour 10 faits, notamment un fait relatif au trafic de drogue. Le collégien multiplie les gardes à vue. Le parquet de Paris a indiqué qu'une affaire est en cours. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe au canal Saint-Martin? C'est une folie en fait. Il a de l'avenir ce jeune parce qu'effectivement il a déjà passé quelques heures en garde à vue. Donc Hamza dit la douane. Mais pour vous dire le tel degré d'impunité dans lequel il est, c'est Jordan Florentin qui l'a retrouvé aux abords du canal Saint-Martin, vous l'avez vu dans le sujet. On s'est posé la question de diffuser cette séquence. Il a 14 ans. Donc vous connaissez la règle, il faut flouter évidemment quand vous êtes mineur. Sauf si vous avez l'autorisation des parents. Et lui il voulait passer des floutés. Donc il nous a donné les numéros de ses parents. Et ses parents nous avaient donné l'autorisation de le passer déflouté. C'est nous qui avons dit, il a 14 ans, il a le temps de s'en vouloir. Même si, à mon avis, il n'en prend pas le chemin. Et les parents, ils étaient quasiment à nous proposer de l'inviter sur le plateau. Donc c'est pour vous dire qu'ils non seulement ils ne sont pas là, mais ils trouvent ça plutôt amusant. Vous l'avez vu dans le sujet ou entendu dans le sujet, il est avec une trottinette, avec une chaise. Cette chaise, il l'a volée à un bistrotier aux abords du canal Saint-Martin. On est sur, pour d'autres délinquants, sur de la prise de cocaïne devant tout le monde, pas lui, sur d'autres délinquants, en plein jour, sur un téléphone portable, sniffant devant tout le monde. Et en fait, si vous voulez, il y a une différence de degré, mais pas de nature. La baignade était interdite. Ils n'ont pas réussi à la faire interdire, ils l'autorisent. Et tout est comme ça. Tout est comme ça. Le vol de la chaise, il n'y a pas de problème. Il asperge les policiers, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite et il n'y a jamais de réaction. Il y a une impunité complète. Il est mineur. Normalement, il faudrait être très ferme pour qu'il ne recommence pas. Là, la réalité, c'est qu'on va attendre qu'il y ait un drame. Alors, je ne dis pas que la situation n'est pas dramatique, mais qu'il y ait une situation beaucoup plus grave pour réagir. Et j'ai aussi une pensée pour les habitants. Moi, je connais des personnes qui habitent là et qui ont décidé de déménager parce que la situation n'est absolument plus vivable. Ça dégénère. Ils ont voté Emmanuel Gégoire ou pas ? En fait, choc d'autorité, c'est ce que vous réclamez depuis des années et vous avez écrit plusieurs livres là-dessus. On en est très très loin dans la réalité. C'est une histoire, on pourrait en rire, mais en fait c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que ça montre que quel que soit l'endroit où on regarde, quel que soit le degré de ce qu'on constate, des choses graves, des choses moins graves, comme l'autorité n'est pas respectée, vous savez, une fois que les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite, donc c'est toujours plus. Et ce jeune homme donne des interviews qu'on voit sur les réseaux sociaux qui sont totalement lunaires, il assume, il chambre, si vous me permettez cette expression, et le maire de Paris va négocier avec lui, et moi je vais vous dire le fond de ma pensée, c'est pas très politiquement correct, mais des jeunes qui testent l'autorité comme ça,
il y a 20 ou 30 ans, l'affaire aurait duré 20 secondes. Et, mais là, vous avez des parents qui proposent même qu'on l'interviewe en fait. Non, mais je déroule. Il y a 15 ou 20 ans, l'affaire aurait duré 20 secondes. Aujourd'hui, son père dit qu'il est fier de lui et il dit en substance, il fait rien de mal. Déjà, c'est lunaire. Et en plus, au moins, il est dehors. Bon. Mais moi, je vous le dis, si on fait un peu de droit, ce qu'ils commettent sont les infractions pénales. Donc les gens qu'ils rackettent ont le droit de se défendre. Quand ils refusent de payer, s'il s'en prend physiquement à eux, ils ont le droit, en proportion, d'utiliser la force à proportion de l'agression qu'ils subissent. Donc il lui l'arrose à nouveau. Donc ça veut dire, puisqu'il y a eu des violences, il y a eu des cas qui ont été évoqués de violences qui ont été commises par ce jeune homme, qu'un jour, il va recevoir la paire de gifles qu'il mérite. Et sincèrement... Non, mais, celui qui a donné la paire de gifles finira en garde à vue. Et voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Oui, mais sans violence sur mineur. Écoutez-moi sur mineur de moins de 15 ans. Pourquoi j'ai pris toutes ces précautions? C'est parce que j'ai fait le cheminement qui rend possible la chose juridiquement. Je sais très bien qu'on n'a pas le droit de donner une gifle à un mineur de 15 ans. Mais la personne qui veut circuler, je dis simplement que dans un monde normal, et les textes sur la liste de normal, les sont parents faits pour ça. s'occupent des enfants et les laissent pas faire ça. Ferrari, dans un monde normal, tout ça n'existe pas. Dans un monde normal, le canal Saint-Martin ne ressemble pas à un autre continent. Dans un monde normal, Emmanuel Grégoire n'est pas élu maire de Paris, alors qu'il y a le scandale du périscolaire. Mais non, mais c'est Paris. Mais attendez, mais c'est ce qu'est devenu Paris aujourd'hui. Ils ont voté pour ça. Ils ont voté pour ça au canal Saint-Martin. Laurence Ferrari, vous me le demandez dans un monde normal. Et je vous dis, dans un monde normal, tout ça n'existerait pas, mais on en serait ça leur met de l'animation. En effet, ça ne me fait pas rire, parce que j'habite ce quartier depuis plusieurs dizaines d'années, et ce qui se passe là, c'est le résultat d'une lente déliquescence. Pourquoi ce gamin prend une chaise et s'assoit? Parce que tout simplement, autour des métros du coin, vous avez des gens sur des chaises qui vendent de la cigarette de contrebande en toute impunité. C'est le premier truc. Au moindre événement, que ce soit la fête de la musique, une victoire ou une défaite en foot, vous avez des tirs de mortier. C'est une spécialité du quartier. C'est un quartier qui est en train de faire sécession. Comme par hasard, à côté du canal Saint-Martin, vous avez la place de la République qui a été privatisée par la France Insoumise le jour de la fête de la musique. Vous pouvez appeler ça une coïncidence. Moi, je trouve qu'il y a une grande cohérence. Donc ça, c'est le laboratoire de la nouvelle France. Voilà ce qu'on nous prépare. Moi, je préférais l'ancienne France et je préférais mon quartier il y a quelques dizaines d'années. Vous avez raison, Éric Nolot. Est-ce que tout ça participe de l'ensauvagement de la société? Thibault de Montréal. On sait que Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, ne veut pas employer ce mot-là, parce qu'il dit, voilà, il n'aime pas ce vocable-là. Comment vous qualifiez-vous ce qui se passe? Alors là, on a parlé du canal Saint-Martin, on a vu les drames et on les a entendus, la mort de Louis, la mort de Liana, qui se sont succédés ces 3 dernières semaines et qui ont deuillé tout le pays. Mais comment vous qualifiez ça? En juillet 2020, il y a 6 ans, j'ai accordé une interview, je crois que c'était au Figaro, je ne suis plus sûr à 100%, et j'ai parlé d'ensauvagement. Ça a été dans le titre. Il y a des gens qui m'ont dit « oulala, t'y vas fort », etc. Quelques jours après, Gérald Darmanin était nommé ministre de l'Intérieur. Et la première semaine, si ce n'est le premier jour, Gérald Darmanin monte dans les médias et à l'Assemblée nationale et il emploie le mot à plusieurs reprises. Gérald Darmanin était ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, on est 6 ans après. Catastrophe. Laurent Nunez est ministre de l'Intérieur. Que je sache, et ce qu'on se dit, les faits que vous venez de rappeler, mais tout ce qu'on commente les uns et les autres, et tout ce qu'on dénonce les uns et les autres depuis des années, la situation ne s'est pas améliorée en 6 ans. C'est le moins qu'on puisse dire. Chiffres le disent. Donc si le ministre de l'Intérieur évoquait l'ensauvagement en 2020, appartenant à la même majorité politique que Laurent Nunez, je pose la question en toute logique. C'est juste de la logique. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut récuser le terme d'ensauvagement, alors qu'entre-temps, les crimes et les atteintes aux personnes ont considérablement augmenté et qu'une part significative, notamment pour les atteintes aux personnes, sont dues à des personnes extra-européennes, comme disait le préfet de police Laurent Nunez en 2025. Voilà, donc je pose ça là et je laisse chacun tirer les conclusions. Il dit que le mot ensauvagement est connoté, mais politiquement, très bien politiquement, mais comme vient très bien de le dire Maître de Montbrial, il est connoté effectivement politiquement. C'est un mot de Gérald Darmanin. Bon, c'est pas un mot crypto-fasciste, c'est Gérald Darmanin. Il a été sous son autorité, puisqu'il a été préfet à ce moment-là quand Gérald Darmanin était place Beauvau. Donc et je rappelle juste que Gérald Darmanin et son collègue au gouvernement garde des Sceaux. Et ensuite, il réagit sur une affaire précise. C'est même pas un mot générique pour parler globalement de l'actualité d'insécurité dans notre pays. Il parle de Louis, il est interrogé sur Louis. Et s'il y a bien un mot qui colle aux vidéos de lynchage barbare, ça c'est le terme de Bruno Retailleau, de sauvage qu'ils ont fait subir à Louis, où ils sont même revenus une demi-heure après
pour filmer l'agonie en lui mettant le portable à 1 centimètre du nez pour être bien sûr de rien louper alors qu'il vidait de son sang et le laissant pour mort ensuite dans ce chantier, c'est le mot d'ensauvagement. Donc c'est pourquoi la tante a réclamé de rencontrer Laurent Nunez pour lui montrer les vidéos et les regarder à côté de lui pour voir s'il n'y a encore le terme d'ensauvagement. Donc c'est même pas, en plus c'est pire que ça, c'est même pas un mot pour parler de l'actualité en général, c'était pour un fait précis qui évidemment correspond à un comportement de barbare et d'ensauvagé. Thibault de Montbrial, quand on voit ces images, elles sont insoutenables. Quand on voit l'ampleur de ce déchaînement de violence, on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que la partie n'est pas déjà perdue en fait ? Non, mais la partie, elle sera jamais perdue parce que il faut, ou alors faut tout arrêter. Mais c'est pas ni dans mon tempérament, ni dans le tempérament, heureusement, de beaucoup de gens. Ce qu'il faut, la base, mais ça va se jouer l'année prochaine. On a compris qu'avec Emmanuel Macron comme président, il ne se passerait rien de positif en matière de sécurité intérieure, sauf il y a eu des améliorations en matière de lutte antiterroriste sur ce point très précis. Mais pour le reste, ça n'a été que de mal en pis depuis 9 ans. Donc c'est pas la 10e année qui va résoudre les choses miraculeusement. Donc ça va être un des grands enjeux de l'année de la présidentielle de 2027. Et il y a deux choses qui vont permettre de s'en sortir. La première, c'est d'avoir une chaîne politique de responsabilité qui commence à l'Élysée, qui passe par Matignon et qui descend ensuite notamment par l'intérieur et par la justice, où l'on assume la force de l'État, la force sur le terrain, la force légitime, qui est prévue par la loi, je n'invente rien, c'est prévu par la loi, et la sanction pénale par les magistrats. Et, puisque je disais qu'il fallait 2 choses, il faudra vraisemblablement une réforme constitutionnelle, puisqu'un certain nombre des mesures qui sont indispensables pour rétablir l'ordre et la sécurité des Français, je rappelle que assurer la sécurité des Français, des citoyens, c'est le premier devoir d'un État démocratique. C'est la base du pacte social. Et donc, il faut assumer la force sur le terrain et judiciaire et faire une réforme constitutionnelle, parce que sinon, toutes ces décisions seront cassées par si on ne l'a pas, les gens, comme on a commencé à le voir... Vous croyez qu'il y aura une sécession ? Non, je pense que les gens vont s'organiser. Les gens vont s'armer, les gens vont prendre des bâtons, vont faire des rondes, etc. C'est ce qui est arrivé dans tous les pays d'Amérique du Sud. Il n'y a aucune raison, si on laisse filer, que ça n'arrive pas chez nous. Louis Dragnel, sur effectivement, ce risque, parce que c'est un véritable risque, il y a une sécession, que les Français déjà ne font plus confiance à leur justice, et se disent on va agir nous. Et ça serait le drame. Les symptômes, on les voit déjà. Hein. Déjà, quand vous voyez que les gens veulent le rétablissement de la peine de mort, c'est-à-dire qu'ils n'ont absolument plus confiance dans la justice pour condamner à perpétuité, une perpétuité réelle. Quand vous voyez que les gens se disent, je pense à la famille, la mère et la tante de Louis, qui n'ont d'autre choix que d'aller dans les médias, puisque par le passé, ce qu'elles faisaient ces familles, c'est qu'elles allaient voir les politiques et elles pensaient que leur voix allait être entendue. Elles allaient voir les procureurs de la République, elles pensaient que leur parole allait remonter. Donc c'est-à-dire qu'elles ont complètement enjambé, ça ne sert plus à rien, et je pense qu'elles ont compris que ça ne servait plus à rien pour défendre leur combat. Et donc on voit qu'il y a quelque chose de totalement différent qui est en train d'exister, et donc la société est en train de se dire toutes les institutions ne nous protègent pas, ne nous permettront pas d'être entendus, de faire changer les choses. Donc maintenant, on prend un témoin directement à la classe politique. Venez à notre manifestation si vous voulez, ou si vous voulez pas. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de médias qui maintenant relaient aussi ce cri de douleur. Voilà, et qui honnêtement, il y a 5 ou 6 ans, ce qu'on fait aujourd'hui, on aurait été accusé de récupération. En disant c'est indigne, c'est indécent. Et surtout, les politiques mettaient la pression sur les familles pour dire surtout ne parlez à personne, dites non à tous les médias, on s'occupe de vous. Et le résultat, il suffit qu'on regarde quand on va parler aux familles de victimes, quand on va parler aux associations, elles disent à chaque fois on a été abandonnés. Et on nous a toujours dit le temps du changement et des solutions viendra après. Mais d'abord, il faut se taire. Maintenant, en fait, c'est fini. Il n'y a plus ça. Et moi, j'y vois quand même quelque chose de positif. On aborde une campagne présidentielle et j'ose espérer que maintenant que les familles sont totalement désinhibées, maintenant qu'elles ont compris comment ça marchait, j'ose espérer que les politiques, les candidats à l'élection présidentielle n'auront d'autre choix que de donner des vrais engagements, pas des engagements de blabla, des engagements qui sont capables de tenir. Et qui seront tenus. Mais j'attire l'attention de chacun sur une chose. Moi, j'ai fait 43 réunions publiques avec le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Je serai demain à Orléans et le 8 juillet à Dijon. Les Français sont exaspérés.
dans tout le pays, il y a une défiance envers les politiques nationaux, en particulier les sortants, un rejet avec les gens considèrent en gros que ceux qui nous ont rendus malades ne vont pas nous guérir. Mais il commence à y avoir, ce qui est bien plus inquiétant, une défiance envers les institutions. Et tout ça, c'est le fruit de tout ce dont on est en train de parler. Et à Paris, dans un certain entre-soi parisien, il y a beaucoup de gens qui font de la politique et qui ne le mesurent pas. Il y a beaucoup de médias qui ne le mesurent pas. Et je pense qu'il faut faire très attention parce que ce qui est en jeu, c'est un risque d'éclatement de la société et il faut que l'État fasse tout, mais pour ça, les citoyens ne feront confiance qu'à des politiques qui assumeront cet usage de la force légitime sur le terrain, de la force de la justice et du courage de réformer la Constitution, parce que sinon, encore une fois, ce qui est en jeu, c'est la cohésion nationale, et la France insoumise est en embuscade. Des gens comme le maire de Saint-Denis, M. Bagayoko, font des appels du pied à la sécession, direct ou indirect, quasiment tous les jours sur les réseaux sociaux. Jean-Luc Mélenchon drague la jeune garde, et l'extrême gauche se prépare à la violence. Il faut faire extrêmement attention, parce que la cohésion nationale aujourd'hui ne tient plus qu'à un fil, et seul le rétablissement de l'autorité et le retour de la confiance que pourront avoir les citoyens dans la capacité de l'État à les protéger permettra de garder un pays uni. Maître Salman. Oui, vous disiez les Français veulent la restauration de la peine de mort. En réalité, je pense que pas du tout. Ils voudraient simplement la perpétuité réelle. Exactement ce que je dis. Non, vous avez dit certains voudraient la... Ah non. Je pense qu'ils la veulent, ils disent la vouloir, pardon. Ils disent la vouloir, pardon, parce que justement, ça ne fonctionne pas. Ils veulent simplement la perpétuité réelle et l'application stricte des peines. Mais ils veulent pas, je ne pense pas qu'ils veulent réellement la peine de mort. Alors, Gauthier, vous voulez rajouter un dernier mot? Oui, moi je pense qu'effectivement, s'il y avait pas, vous avez dit la même chose, mais s'il y avait une vraie perpétuité et qu'on pouvait cumuler les peines, si on savait que Jérôme Barrella il prenait 350 ans, il n'y aurait pas de débat sur le retour de la peine de mort et le cri de colère de Karine Le Marchand, dont on a beaucoup parlé, qui disait tu prends une vie, on prend la tienne. Je voulais revenir sur ce que disait Louis Dragnel, parce que pour moi c'est vraiment le sujet essentiel, c'est la libération de la parole. Effectivement, des politiques comme Éric Dupond-Moretti ont essayé d'étouffer la parole des victimes. La maman de Lola, elle a expliqué, après avoir fait son deuil, si tant est qu'on puisse le faire, qu'on l'avait fait parler à sa place quand on avait dit pas de récupération politique pour la petite Lola. Mais je pense que parmi tous ceux qui essayent de faire taire les victimes, il y a aussi parfois les avocats. Et il faut voir les stratégies des avocats. On avait Attention, noté... il y en a 2 sur le plateau. Hein. Oui, mais on avait noté la stratégie totalement différente, purement factuelle, ce que je veux dire, de l'avocat de la maman de Rosa, conférence de presse, il fait parler... la maman de Rosa, il vient de déposer une plainte contre Gérald Darmanin. Rosa, c'est quand même 50 viols de la part de Jérôme Barrella. Et la stratégie de l'avocat des parents de Liana, souvenez-vous, et d'ailleurs on n'a pas entendu les parents de Liana, c'est peut-être leur choix, ou c'est peut-être la stratégie de leur avocat, puisque leur avocat était venu dire en dénonçant la récupération politique. Ah oui, vraiment, c'est le sujet numéro 1. L'avocat, c'est le porte-parole de son client. Oui, quand vous êtes en deuil et quand vous êtes éploré, je pense que vous faites confiance à votre avocat et que c'est votre avocat qui décide de la ligne de défense. Donc, ça dépend aussi parfois de quel avocat accompagne quelle famille. Mais c'est le sujet numéro 1. Et effectivement, c'est souvent des femmes et elles sont d'un courage inouï. La tante de Louis, sa mère dans les colonnes du JDD, il faut évidemment aussi penser à son père. La maman d'Elias que vous avez encore reçue la semaine dernière, qui se bat ne serait-ce que pour rencontrer des magistrats. On lui refuse de rencontrer les magistrats qui ont failli, parce qu'il n'ose pas aller affronter son regard. À la fois sur la libération de la parole des familles qui ne veulent plus se faire silencier par le système et par le fait que les juges parfois ne répondent même pas. Ça avait commencé, souvenez-vous, avec la veuve de l'adjudant-chef Comines qui avait été tuée Harmonie Comines. À Nice. La France a tué mon mari. Que mon cabinet accompagne. Et désormais, vous avez raison, beaucoup de femmes de victimes, mais aussi beaucoup de femmes de policiers, de gendarmes décident de prendre la parole. Après, sur les avocats, ça dépend. Vous avez quand même des gens qui ne veulent pas aller dans ces directions-là. On ne peut pas le leur reprocher. Non, je veux dire, chacun a sa stratégie. Face à l'indicible horreur, chacun peut avoir une réaction particulière. Mais c'est vrai que d'une manière générale, le pays est en train de sombrer dans la violence et qu'il faut assumer de tout faire pour protéger les Français. Il faut protéger les Français. Ce sera l'enjeu majeur de 2027. Merci Thibault de Montbrial, merci Louis Dragnel, Gauthier Lebret, Maître Salman, Éric Nolot. Dans un instant, c'est Pierre de Villeneuve qui vous attend sur Europe 1. Bien sûr, Christine Kelly sur CNews. Et demain, notre invité, donc à 8h10, dans la grande interview sur CNews et Europe 1, sera Bruno Retailleau, candidat à la présidentielle. On lui parlera évidemment de la marche, la dernière marche pour Louis. À demain.